quel est le rôle de la Caisse des dépôts? Moi, j'ai envie de donner une définition assez politique et assez simple. On est dans un système où on n'a pas inventé beaucoup mieux que l'économie de marché pour créer de la richesse, mais ce qui est clair, c'est que l'économie de marché, elle crée de l'inégalité. Elle crée de l'inégalité territoriale. C'est le mouvement qu'on peut décrire, pour aller très très vite, comme étant le mouvement de métropolisation des territoires, avec l'agrégation de la richesse, de l'emploi autour des métropoles. Et elle crée de la richesse entre les personnes. Juste un chiffre très très simple. En France, avant prestations sociales, avant redistribution, 40% des personnes seraient sous le seuil de pauvreté. 40%. Après redistribution, c'est 14%, ce qui est beaucoup, mais ce qui montre la puissance de notre système de redistribution. Ce système de redistribution, il fonctionne grâce à l'État, grâce à la sécurité sociale. Il est insuffisant. Quel est le rôle de la Caisse des dépôts dans ce domaine? Il est d'abord, et c'est une mission historique, de s'attaquer aux inégalités territoriales. C'est-à-dire que notre rôle principal est d'investir là où les acteurs privés n'investissent pas. Deux séries d'exemples. Le logement social. On a un système de financement du logement social en France par un refinancement qui se fait grâce au fonds du livret A, qui permet d'avoir un mouvement HLM extrêmement puissant et qui loge 17% des Français. Et ce financement du logement social, la Caisse des dépôts en assure 80%, et notamment veille à ce que les organismes qui sont dans des situations plus difficiles, mais aussi les autres, accèdent à des financements. Et quand on regarde le logement social dans le sud de l'Aisne, pour parler de ce département, ou dans le bassin minier, je pense que si on ne s'en occupait pas, ce serait vraiment très très difficile pour les personnes qui y vivent. Et puis on finance les projets des collectivités locales avec un angle. Alors on finance aussi évidemment les métropoles, ça peut nous arriver, mais on est très présent auprès des villes moyennes, et je rappellerai un programme qui a été lancé par ce gouvernement qui est intéressant, qui s'appelle le programme Cœur de Ville. 222 villes moyennes, entre 10 000 et 100 000 habitants, qui bénéficient d'un programme entre divers acteurs publics, j'y reviendrai si ça vous intéresse, qui mobilise 5 milliards d'euros et qui va faire que dans les années qui viennent, et ça commence déjà, ces villes moyennes vont pouvoir se transformer, se moderniser, faire revenir les commerces, etc. 25% des Français vivent dans ces villes, donc il y a un enjeu territorial important. Il y a ce qu'on fait dans les bourgs. Dans les zones rurales, il y a des bourgs qui ont un rôle de centralité important. Alors évidemment, vu d'ici, ça semble très très loin, mais c'est également un sujet essentiel. Et je pense que c'est bien qu'une institution comme la Caisse s'occupe de ces territoires, de même qu'on s'occupe des zones rurales et évidemment des quartiers, qui sont des endroits sur lesquels les quartiers dont la puissance publique s'est occupée sont des quartiers qui vont bien, où l'emploi revient, où la formation revient. Donc tous ces sujets de répartition de l'emploi, de l'activité sur les territoires peuvent se traiter. Simplement, il faut s'en occuper, et c'est plutôt le rôle d'institutions publiques, même s'il y a aussi quelques acteurs privés qui s'en occupent. Comment est-ce que la Caisse finance son activité? Eh bien, ces deux grandes activités d'intérêt général sont financées par deux activités qui, elles, sont dans le secteur concurrentiel, qui sont d'une part les participations stratégiques que nous avons, qui sont bien connues, qui sont CNP Assurance, qui sont Transdev, qui sont ICAD dans l'immobilier, qui représentent une valeur supérieure à 20 milliards d'euros et qui sont des entreprises bien gérées, dynamiques. Certaines sont cotées en bourse, comme CNP ou ICAD. Et puis également, l'activité de gestion de l'épargne des Français, dont j'ai parlé, ces 400 milliards, génère en fait une masse de liquidités qui ne sont employées ni pour le financement, ni pour l'activité d'intérêt général. Cette masse, c'est 150 milliards d'euros. Et ces 150 milliards d'euros sont investis sur les marchés financiers. Et c'est ça aussi le rôle d'investisseur institutionnel, c'est que contrairement à beaucoup de gestionnaires d'actifs ou aux compagnies d'assurance qu'effectivement je connais bien, ces fonds sont investis à 20% en actions. Donc si vous ajoutez cette partie qui est investie en actions plus nos participations stratégiques, au total la Caisse gère 55 milliards d'euros d'actions, ce qui en fait effectivement un investisseur important sur la place, avec deux biais. Un biais évidemment en investissement responsable. On a décarboné massivement le portefeuille ces dernières années. Et puis un biais, disons, de suivi des intérêts français. On est plutôt gros actionnaires de grandes entreprises ou d'entreprises moyennes françaises. On est très peu investi hors de France parce qu'on n'est pas soumis à une obligation d'investir hors de nos frontières, même si par ailleurs on a un rôle de soutien, notamment au développement de nos homologues en Afrique. Marie-Joëlle Thénoz, Wavestone, mais écoutez, c'était très clair donc, pour les missions de la Caisse des dépôts.
Je me pose une question parce que vous êtes à la fois sur l'intérêt général et sur des filiales de droit privé du monde concurrentiel. J'accompagne souvent des grands-maires, des maires ou des présidents d'agglomération. Pour eux, c'est pas toujours facile de comprendre lorsqu'ils lancent un marché. On a des groupements avec des filiales de la Caisse. Et en parallèle, on a l'établissement public qui propose une société d'investissement, d'investir dans la société de projet plutôt, et parfois c'est un petit peu compliqué à comprendre pour les grands élus. Qu'est-ce que vous leur dites pour justement expliquer ce côté privé et public? Et puis comment est-ce que vous épaulez vos DR pour qu'ils s'en sortent? Parce que parfois les situations ne sont pas simples à gérer, je pense. Alors d'abord, ce système que vous décrivez est un système qui est très français. Je vais vous donner un exemple. Une ligne de chemin de fer est en concurrence. On a notre filiale Transdev. La SNCF a sa filiale Keolis. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut que chacun applique les règles de la concurrence. Et ce sont des entités autonomes qui se font concurrence. Et moi, j'explique toujours aux élus que le rôle des filiales du secteur concurrentiel, s'exerce dans le secteur concurrentiel. Donc, ils choisissent évidemment l'entité. D'abord, il y a des appels d'offres. Donc, de toute façon, c'est par appel d'offres que ça se passe. Ils choisissent l'entité qui répond à l'appel d'offres. Et après, nous, on a notre rôle de place, qui est de financer les projets. Enfin, quand c'est d'ailleurs ce que les maires décident. Ils peuvent aussi décider de mettre en concurrence le financement des projets. Alors, il y a un seul cas qui est un petit peu particulier, qui est celui où on intervient dans ce qu'on appelle un rôle de tiers investisseur. On dit que de toute façon, quel que soit le gagnant de l'appel d'offres, on interviendra. On arrive très très bien, de façon transparente, à bien régler tous ces sujets, et les élus le savent. J'ai même, pour vous raconter une anecdote, un maire du programme Cœur de Ville, qui m'appelait, parce que dans le programme Cœur de Ville, on subventionne beaucoup les études, qui permettent aux maires de travailler sur l'aménagement de leur place, les transports urbains, etc. On met quand même 50 millions en circulation, donc c'est des montants importants. Et le maire me dit, mais j'ai une offre de financement meilleure que celle que vous proposez, parce que est-ce que je peux la prendre? Je lui dis, mais monsieur le maire, vous devez la prendre. Voilà, on n'est pas là pour faire du commerce, on est là pour que les choses fonctionnent le mieux possible. Donc les gens, la Caisse, c'est pas une entreprise commerciale, et donc nos collègues de la Caisse des dépôts proprement dite comprennent très bien ces règles. Puis après, les filiales concurrentielles, elles font tout pour gagner, c'est normal. Voilà, c'est deux mondes séparés. Rebonsoir, Johan Geffroy, Favard. Vous avez évoqué au début de votre propos le plan logement 2, qui permet notamment de renforcer les quasi-fonds propres et de proposer des outils d'investissement pour les organismes HLM. Donc je voulais savoir en quoi ce plan logement 2 et les actions de la Caisse permettent de répondre aux trois grandes mutations du logement social en France actuellement. La première, elle est plutôt sur la dimension patrimoniale, c'est-à-dire en termes de production et de réhabilitation. Comment est-ce qu'on peut proposer des logements très très écologiques à faible charge, donc permettant d'améliorer la valeur patrimoniale des logements, et également à long terme de réduire, on va dire, les charges d'exploitation des logements sociaux. La deuxième mutation importante, c'est concernant la réduction du loyer de solidarité. Comment est-ce qu'on garantit la performance locative dans un contexte, on va dire, où les revenus diminuent, les revenus des organismes HLM. Et enfin, concernant la dimension sociale, comment est-ce qu'on accompagne un mouvement émergent, enfin très important aujourd'hui, qui consiste à favoriser l'accès des publics fragiles, dits prioritaires, au logement social? Sur le volet de protection de l'environnement, il y a un exemple que j'aime bien, c'est une tour à Strasbourg qui a énergie positive. Alors c'est pas du logement social, cela dit, mais bon. En plus, donc, comme elle est à énergie positive, elle produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme, et les habitants, et c'est un côté un peu ludique, bénéficient de la
de l'électricité vendue avec une monnaie locale qui s'appelle le Stückchen, qui leur permet d'acheter des produits sur des boucles locales, des boucles courtes. Donc il y a toute une économie qui est à la fois écologique, efficace et qui est le contraire de polluante, en l'occurrence, vraiment elle préserve la planète, qui est en train de se mettre en place. Alors je reconnais qu'on a un peu de mal à pousser les organismes à aller dans ces directions-là. Alors même que l'avantage, il est multiple, ça permet de baisser le coût du chauffage, d'avoir des immeubles bien isolés. Donc c'est vraiment avantageux pour tout le monde. On est en train de travailler, voilà, on est en train de travailler avec le gouvernement pour faciliter le financement et la mise en place de financements dédiés à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. Parce que c'est une portion importante en fait des émissions de carbone. Et donc vraiment, comme je dis, on coche toutes les cases, baisse des émissions de carbone, baisse des loyers. Donc c'est vraiment bon pour tout le monde. Alors sur l'impact de la réduction des loyers sociaux sur l'efficacité et l'organisation, c'est un levier pour qu'ils améliorent leur efficacité. Et comme je l'ai dit, la Caisse détient une filiale qui s'appelle CDC Habitat, l'ex-SNI, qui avait 13 organismes en France. Et qui a été et cette filiale, la réduction des loyers de solidarité, lui coûte 100 millions par an, 100 millions d'euros. Eh bien, elle a fait ce qu'on peut faire quand on a possibilité de mutualisation. Elle a fusionné l'année dernière les 13 ESH qui la composaient pour réduire, dans le respect évidemment des règles sociales, etc., mais réduire ses coûts. Et donc la loi vise à ce qu'il y ait un rapprochement entre les organismes afin qu'ils atteignent une taille critique pour redégager des moyens. Ceux qui vont bien, franchement, arrivent à le faire assez vite, et c'est vrai que c'est plus difficile pour les autres. Pour le trait social, une filiale de CDC Habitat qui s'appelle Adoma, c'est l'ex-Sonacotra, et on doit loger 85 000 personnes en situation de très très grande fragilité, soit des réfugiés, soit des personnes, enfin on a même on appelle des maisons de famille, où on héberge avec un accompagnement très individualisé des personnes qui sont vraiment, non pas loin de l'emploi, mais même loin de la vie en société, enfin des personnes qui ont eu des parcours de vie très 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 difficiles. Voilà, il y a beaucoup d'activités, soit dans le secteur associatif, soit dans le para-associatif, qui se développent autour de ce logement très social. Est-ce que ça répond à la demande? Non. Mais en réalité, c'est vrai que ça ne peut être que des acteurs qui ne cherchent pas à maximiser les résultats qui peuvent le faire. Parce que la réalité, c'est que c'est quand même... voilà, c'est plus du... Enfin, on peut équilibrer. Enfin, il faut d'ailleurs, Adoma équilibre ses comptes. Mais ce n'est pas des activités qu'on fait si on veut avoir un return on equity tel qu'en ont les sociétés cotées. Mais je note que vraiment, ces mouvements se développent de plus en plus. Bonsoir, Joël Nadjar, Westone. Je voudrais rebondir justement sur ce que vous dites sur l'organisation et le financement en fait des programmes cœur de ville, puisqu'on sent bien derrière ce que vous dites que c'est pas seulement financer de l'habitat, c'est travailler sur l'aménagement, le maillage du territoire. Justement, quand on a cette ambition-là, est-ce que vous voyez dans votre environnement émerger de nouveaux métiers, une nouvelle ambition, de nouveaux services pour réellement aménager, ou j'allais dire réaménager le territoire? Je trouve qu'on est plutôt dans des sujets assez traditionnels. C'est qu'est-ce qu'il faut pour qu'une ville marche, que le centre soit attrayant. Hein, donc s'il y a moins de parking et plus de place avec des arbres, ça marche quand même mieux. Des commerces. Je pense qu'on a fait collectivement une erreur tragique en mettant les commerces dans des boîtes à chaussures dans les périphéries. Il faut les faire revenir dans les centres-villes. Et d'ailleurs, je donne souvent un exemple, ce qu'a fait le maire de Mâcon. Il a fait une étude et il a constaté que pour avoir des marques attractives, notamment pour les jeunes, il fallait des magasins un peu plus grands que les merceries qu'avaient nos parents ou nos grands-parents. Et donc, il a fait, avec une société d'économie mixte à laquelle on a participé, un remembrement. Et du coup, il a fait venir les Zara, les marques qui attirent les jeunes. Et puis après, il faut de la mobilité. Alors là où il y a des choses, par exemple, Dijon est une ville très, très connectée, donc vous pouvez savoir quelles sont les places libres par une application qui est sur votre mobile. Les lumières s'allument quand il y a quelqu'un, s'éteignent, etc. Donc vous avez ce qu'on appelle nous le programme Smart City, où il y a tout un tas de technologies
qui sont les technologies modernes, qui permettent de mieux gérer le côté service public, etc. Mais à la base, l'aménagement du territoire, je considère que c'est quand même quelque chose de très concret, pratique, sur la vie quotidienne des gens. Et quand on visite, j'ai visité beaucoup de villes du programme Cœur de Ville, quelque chose qui était intelligent à Libourne, c'est de faire un restaurant moderne et attractif au confluent de la Dordogne, parce que c'est un endroit qui était un peu isolé, et puis les quais ont été refaits pour que les bateaux accostent. Enfin, oui, on est vraiment dans des sujets très pratico-pratiques. Et c'est bien ce maillage de différents sujets commerciaux, touristiques, d'aménagement, etc., qui permet que des villes... Et il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'il y a des villes dans des endroits un peu enclavés qui redémarrent très fort, puis il y a des villes dans des endroits où a priori tout va bien, et pourtant elles ne vont pas très bien. Donc ça dépend beaucoup des élus, et puis des projets des gens des différentes régions.